Les élèves du deuxième bac sciences physiques et sciences mathématiques, bonjour. Aujourd'hui, on va voir une autre leçon de la mécanique, mouvement des planètes et des satellites. Mouvement circulaire uniforme. Définition. Voici un point matériel, M, en mouvement. On constate que sa trajectoire est circulaire de centre O et de rayon R. On peut aussi constater que la vitesse de ce point matériel est constante. Donc, le mouvement d'un point matériel M est circulaire uniforme si sa trajectoire est circulaire, sa vitesse est constante. Caractéristiques du mouvement. Voici la trajectoire du point M, le centre O, et voici le point matériel M qui se trouve à un instant T, à une position M1. Voilà, ici nous avons le rayon de la trajectoire et le rayon vecteur OM1 qui détermine la position M1. Donc lorsque le point matériel est en mouvement, voilà, il va parcourir un arc M1, M2. La position M2 est déterminée par le rayon vecteur OM2. Donc ces deux vecteurs OM1 et OM2 formant entre eux un angle θ. Cet angle, on l'appelle l'abscisse angulaire. La distance ou bien l'arc parcouru par le point matériel entre M1 et M2, on va le symboliser par S. S s'appelle l'abscisse curviline. La relation entre ces deux abscisses est S égale R fois θ avec R, le rayon de la trajectoire. Attention ici, θ s'exprime en radians. Le point matériel M a deux vitesses. Voici ici le vecteur vitesse linéaire. V, la vitesse linéaire. Et V est donné par la relation V est égal à d de S sur dt avec S l'abscisse curviline. Et puisque S est égal R fois θ, alors V est égal d de R θ sur dt. Puisque R est constant, alors V est égal à R dθ sur dt. Et comme vous le savez, dθ sur dt n'est autre que la vitesse angulaire. Voici la vitesse angulaire. Oméga est égal à dθ sur dt, vitesse angulaire. Donc, les deux vitesses linéaires et angulaires sont reliées par la relation V égale R oméga. Le mouvement circulaire uniforme est périodique de période T. Donc, soit la trajectoire du point M qui est circulaire. Donc, supposons que le point matériel se trouve à l'instant T égale à 0 dans cette position. Donc, voilà. Le temps nécessaire pour décrire un tour complet étant la période du mouvement de M. Donc, la période, ce n'est autre que la durée mise par M pour effectuer un tour. T est égal à 2pi sur oméga, puisque oméga est égal à V sur R, alors T est égal à 2pi R sur V. Attention aux unités, T s'exprime en secondes. N, la fréquence du mouvement. La fréquence du mouvement, ce n'est autre que le nombre de tours effectués par M pendant une seconde. Elle est liée à la période par la relation N égale à 1 sur T avec N en Hertz. Remarque. Donc voici ici la trajectoire à nouveau du point matériel M, sa position à un instant donné. Donc le centre de la trajectoire
le rayon de la trajectoire. Donc, C, on représente le vecteur vitesse du point M. Voilà le vecteur vitesse linéaire. Et on va représenter au point M les vecteurs unitaires des repères de freinée. Voici le vecteur tangentiel U. Voici le vecteur normal N. Donc, dans la base de freinée MUN, A égale ATU plus ANN avec AT égale à dV sur dt égale à 0 parce que le mouvement est uniforme, c'est-à-dire la vitesse il est constante. Donc, A égale à AN, et puisque AN est égal V au carré sur R, alors le vecteur accélération est égal à V carré sur R fois le vecteur normal N. Voilà le vecteur accélération, c'est-à-dire que le vecteur accélération est centripète, c'est-à-dire il dirige vers le centre. D'après la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à MA. Donc, puisque A égale V carré sur Rn, alors somme des forces extérieures est égale à mv carré sur R fois le vecteur normal N. Donc, représentons la résultante des forces extérieures. Voilà la résultante des forces extérieures. Il est aussi dirigé vers le centre, c'est-à-dire que la résultante des forces est centripète. Conclusion. La résultante des forces extérieures est centripète. La valeur absolue de somme des forces extérieures est égale à mv carré sur R égale à une constante. Donc, ce sont les deux conditions nécessaires pour avoir un mouvement circulaire uniforme. Force d'interaction gravitationnelle. Soit deux corps A et B à répartition sphérique de masse, deux masses respectives MA et MB, GA, centre de masse de A, GB, centre de masse de B. Voici le corps A et voici son centre de masse GA. Et voici le corps B, le centre de masse GB. La droite passant par les deux centres de masse et la distance D séparant les deux centres de masse GA, GB. On va la symboliser par petit d. La force exercée par A sur B, FA sur B, force exercée par le corps A sur le corps B. Représentons la force exercée par le corps B sur A. Voilà, FB sur A. Donc FB sur A, force exercée par le corps B sur le corps A. Les deux forces exercées ont même direction, celle de la droite passant par GA et GB, comme vous le voyez sur le schéma. Sens opposé, même intensité. L'intensité de la force FA sur B est égale à l'intensité de la force FB sur A. Et ces deux intensités sont données par grand G fois MA fois MB sur la distance entre les centres de masse des deux corps au carré, avec G, la constante de gravitation universelle, et D égale GAGB, distance entre les centres de masse de A et B. Remarque, les forces gravitationnelles sont toujours attractives. Les lois de Kepler.
Les lois de Kepler décrivent le mouvement des planètes autour des soleils. L'étude du mouvement d'une planète se fait dans un référentiel qu'on appelle le référentiel héliocentrique supposé galiléen. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un référentiel héliocentrique? Voici le Soleil, son centre S. Le centre de ce référentiel est confondu avec celui du Soleil. Et ces trois axes sont dirigés vers trois étoiles lointaines. Voilà ici la première étoile, l'axe SX. Voilà la deuxième étoile lointaine, l'axe SY. La troisième étoile lointaine et l'axe SZ. Les étoiles sont lointaines de telle sorte que ce référentiel soit fixe. Et on peut le considérer comme étant un référentiel galiléen. Première loi, la loi des orbites. Le centre de masse de chaque planète décrit une orbite circulaire autour du Soleil. Chaque planète décrit une orbite elliptique autour du Soleil, tel que le Soleil occupe l'un des foyers de cette orbite elliptique. Donc, dans le référentiel héliocentrique, le centre de chaque planète décrit une trajectoire elliptique dont le Soleil S est l'un de ses foyers. Voici une orbite elliptique, le grand axe, le petit axe, les deux foyers, ici F', ici F, ce sont les deux foyers de l'ellipse. Voilà, foyer. Le Soleil va occuper l'un de ces deux foyers, par exemple ici, F. Et voici par exemple une planète, ici la Terre, qui va décrire sa trajectoire elliptique autour du Soleil. Voici la Terre qui tourne autour du Soleil. Ici, nous avons A', le point de la trajectoire le plus loin du Soleil. Aphélie. Ici A, le point de la trajectoire le plus proche du Soleil. On l'appelle périhélie. Remarque. Ici, nous avons, voilà, la distance des grands axes. AA' est égal à 2A avec, voici ici, la distance petit a. AA' le grand axe. Ici, vous voyez la distance entre F et le centre de la planète, FP. Et la distance entre le centre de la planète et le deuxième foyer F', PF'. Toujours, on a FP plus PF' est égal à A'. C'est une caractéristique de l'ellipse. Deuxième loi, la loi des aires. Voici la trajectoire elliptique d'une planète dont le Soleil occupe l'un des foyers de centre S. La position P de la planète à un instant T donné. Donc, au bout d'un certain temps delta T, la planète va décrire un arc, c'est-à-dire que le rayon vecteur SP va balayer une aire que nous allons appeler R1 et supposons qu'il se trouve à cette position P' à un autre instant. Le rayon vecteur SP', voilà la planète, au bout d'un certain temps delta T', le rayon vecteur SP' va balayer un autre R qu'on va symboliser par R2. Donc, le rayon vecteur
SP qui relie la planète P au Soleil S, balaye désert, égaux ont des temps égaux. C'est-à-dire, si delta T est égal à delta T', alors l'air 1 est égal à l'air 2. C'est la deuxième loi de Kepler. Conséquence. Comme vous le constatez ici, voilà, ici nous avons la distance parcourue par la planète pendant delta T, qu'on va noter l'arc L. Et ici, la distance parcourue pendant delta T', arc L'. On voit bien ici que L est supérieur à L'. Donc, puisque delta T égale delta T', et on sait que la vitesse est égale à la distance sur delta T, alors L supérieur à L', c'est-à-dire que V fois delta T supérieur à V' fois delta T'. Et puisque delta T est égal à delta T', cela implique que V est supérieur à V'. Cela veut dire que la planète va plus vite quand elle est proche du Soleil que quand elle est loin. La troisième loi, la loi des périodes. Donc voici la trajectoire elliptique de la planète. Le grand axe A', la moitié du grand axe petit a. Voilà la planète qui se trouve à un instant t égale à 0 en ce point. Donc, le temps écoulé lorsqu'il décrit un tour complet autour du Soleil est ce que l'on appelle la période T. Donc, cette période est liée à petit a, c'est-à-dire a' sur 2, c'est-à-dire que t au carré sur le cube de la moitié des grands axes est égal toujours à une constante. Avec a petit a est égal à a' sur 2. C'est ce que l'on appelle la troisième loi de Kepler. On remarque, si la trajectoire est circulaire de rayon petit r, alors petit a est égal au rayon de la trajectoire circulaire. Étude du mouvement d'une planète autour du Soleil. On considère une planète P de masse MP en mouvement circulaire autour du Soleil S de masse ms. Ici, on va considérer que la trajectoire de la planète est circulaire. Donc, voici le Soleil, son centre, la trajectoire circulaire de la planète. Voici la planète. Au cours de son mouvement, voilà, il va y arriver à un certain point. En ce point, on va représenter la base de Fresnel, le vecteur unitaire tangentiel U, le vecteur unitaire normal N, le vecteur vitesse V de la planète et le rayon de la trajectoire R. Le Soleil exerce une force sur la planète. F, c'est la force d'interaction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la planète. Donc, le référentiel d'étude étant le référentiel héliocentrique. Le vecteur accélération, système étudié, planète P de masse MP, bilan des forces, F, force exercée par le Soleil, c'est-à-dire la force d'interaction gravitationnelle exercée par le Soleil. Application de la deuxième loi de Newton dans le référentiel héliocentrique, c'est posé galiléen. Somme des forces extérieures est égale à la masse de la planète fois l'accélération de son centre d'inertie. Cela implique la force d'interaction gravitation universelle exercée par le Soleil sur la planète est égale à la masse de la planète fois le vecteur accélération AG
de la planète. Cela implique que G MP ms sur r au carré fois le vecteur normal n égale à la masse de la planète fois le vecteur accélération ag de G. Donc, le vecteur accélération de la planète est égal à la constante d'interaction gravitationnelle, la masse des soleils, sur le rayon de la trajectoire au carré fois le vecteur normal n. R, distance entre le centre de la planète et celui du soleil. Remarque, le vecteur accélération est centripète. L'expression de la vitesse. On a AG égale GMS sur R carré fois le vecteur normal n. Dans la base de Freinet, nous avons AG est égal à ATU plus ANN. Donc, ATU plus ANN est égal à GMS sur R carré fois le vecteur normal n. Alors, on peut en déduire que AT égale à 0 et AN égale à GMS sur R carré. Conséquence, AT égale à 0 et on sait qu'AT est égal à d de V sur dt. Cela implique que d de V sur dt égale à 0, c'est-à-dire que la vitesse du centre d'inertie de la planète est constante. Le mouvement du centre d'inertie G de la planète est circulaire uniforme puisque sa vitesse est constante. Deuxième conséquence, on a AN est égal à GMS sur R carré et on sait que AN égale V carré sur R, c'est-à-dire que V carré sur R égale GMS sur R carré. Et on peut en déduire que l'expression de la vitesse du centre d'inertie de la planète s'écrit sous la forme V égale racine GMS sur R. On peut constater ici que la vitesse d'une planète ne dépend pas de sa masse. L'expression de la période. On a V est égal à la racine de GMS sur R et on sait que T est égal à 2PR sur V. En remplaçant V par sa valeur, on trouve T est égal à 2π racine de R3 sur GMS. C'est l'expression de la période T de la planète, c'est-à-dire la durée nécessaire à cette planète pour décrire un tour complet autour du Soleil. Remarque, T est égal à 2π racine de R3 sur GMS implique T carré est égal à 4π carré R3 sur GMS, c'est-à-dire que T carré sur R3 est égal à 4π carré sur GMS. Puisque GMS sont constantes, alors T carré sur R3 est égal à une constante. Cette expression traduit donc la troisième loi de Kepler pour une planète tournant autour du Soleil selon une orbite circulaire. Remarque, la constante ne dépend que de la masse du Soleil, astre attractif. Étude des mouvements d'un satellite. On considère un satellite S de masse m en mouvement circulaire autour de la Terre T de masse mt. Voici la Terre T de centre O. Voilà la trajectoire du satellite. Voici le satellite. Donc, il est en mouvement, il va atteindre un certain point de sa trajectoire. À ce point, on peut représenter, voilà la base de Freinet, le vecteur unitaire tangentiel U, le vecteur unitaire normal N, le vecteur vitesse V des satellites. Voilà la distance entre le centre de la Terre et le centre du satellite S. R. La force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite F. Donc le référentiel d'étude étant le référentiel géocentrique, c'est-à-dire son centre est lié au centre de la Terre. Le vecteur accélération du satellite. Donc on va y appliquer la deuxième loi de Newton. Système étudié
le satellite S de masse petit m. Bilan des forces. Grand F, la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite. Application de la deuxième loi de Newton dans le référentiel géocentrique supposé galiléen sont des forces extérieures égales à m à g. Implique F égale à m à g. Implique G petit m fois la masse de la Terre sur R au carré fois le vecteur normal n est égal à la masse du satellite fois l'accélération de son centre d'inertie g. Donc on peut en déduire que l'accélération du satellite est de la forme AG est égal à GMT sur R au carré fois le vecteur normal n. Avec ici R, on peut la décomposer sur le schéma, vous voyez. Voilà, ici nous avons le rayon de la Terre. Et ici nous avons l'altitude h, c'est-à-dire la distance entre la surface de la Terre et le point où se trouve le satellite sur son orbite h, c'est-à-dire que R est égal à RT plus h. En remplaçant R par RT plus h, on trouve que le vecteur accélération AG s'écrit sous la forme AG est égal à GMT sur RT plus h le tout au carré fois le vecteur normal n. RT rayon de la Terre, h l'altitude des satellites S. Remarque, le vecteur accélération et son répète. L'expression de la vitesse v des satellites. On a le vecteur accélération s'écrit sous la forme ag égale gmt sur rt plus h au carré fois le vecteur normal n. Dans la base de Freinet, le vecteur accélération des satellites s'écrit sous la forme ag est égal à tu plus ann. Donc, atu plus ann est égal à gmt sur rt plus h au carré n. Alors, on peut en déduire que at égale 0 et an est égal à gmt sur rt plus h le tout au carré. Conséquence, at égale à dv sur dt égale à 0 signifie que la vitesse des satellites est constante. Donc le mouvement du centre d'inertie des satellites est circulaire uniforme. Deuxième conséquence, l'expression de la vitesse, on a an égale gmt sur rt plus h au carré, an est égal à v carré sur r, c'est-à-dire v carré sur rt plus h, qui est égal à gmt sur rt plus h au carré. On déduit que v est égal à la racine de gmt sur rt plus h, et on constate ici que la vitesse du satellite ne dépend pas de sa masse. L'expression de la période t du satellite. On a v est égal à la racine de gmt sur rt plus h et on sait que t est égal à 2pr sur v avec r est égal à rt plus h. Donc, en remplaçant v par son expression, on trouve que l'expression de t est t égale à 2p racine de rt plus h au cube sur gmt. Remarque, t est égal à 2pi racine de rt plus h au cube sur gmt, c'est-à-dire que t au carré est égal à 4p carré rt plus h au cube sur gmt. Donc, t au carré sur rt plus h au cube est égal à 4p carré gmt. Et puisque g et mt sont constantes, alors ce rapport est constant. Cette expression traduit la troisième loi de Kepler pour un satellite tournant autour de la Terre selon une orbite circulaire. On en déduit aussi que la constante ne dépend que de la masse de la Terre, astre attractif. Les satellites géostationnaires. Voilà, ici nous avons un satellite qui tourne autour de la Terre. Vous pouvez constater que ce satellite il est fixe par rapport à un observateur terrestre, c'est-à-dire lorsqu'elle décrit un tour complet dans son orbite, la Terre aussi
décrit un tour complet autour de son axe des épaules. En plus de ça, le satellite effectue son mouvement dans le plan qui divise la Terre en deux, c'est-à-dire le plan équatorial. De plus, le sens de rotation de la Terre et celui du satellite sont les mêmes. On peut dire à ce moment-là que ce satellite est géostationnaire. Donc, comme leur nom l'indique, ces satellites sont fixes, c'est-à-dire stationnaires par rapport à la Terre. Pour qu'un satellite soit stationnaire, il faut que elle décrit un mouvement circulaire uniforme dans un plan contenant l'équateur, qu'il tourne dans le même sens que la Terre autour de l'axe de ses pôles, sa période de révolution soit exactement égale à la période de rotation de la Terre autour de l'axe de ses pôles, c'est-à-dire environ 24 heures. Remarque. Essayons de déterminer l'altitude h de ces satellites qui sont géostationnaires. Nous avons t carré sur rt plus h au cube est égal à 4 p carré sur gmt. Donc, on peut en déduire que h égale à la racine cubique de t carré gmt sur 4p carré, le tout moins le rayon de la Terre RT. En faisant des calculs, c'est-à-dire une application numérique, on trouve que h est à peu près égal à 36 000 km. Voilà l'altitude h des satellites, comme vous le voyez. On déduit donc que tous les satellites géostationnaires tournent autour de la Terre sur une même orbite située à une altitude h égale à 36 000 km de la surface de la Terre. Merci de votre attention, à bientôt.